Donc en fait, on est dans les années 60 et la majorité des États africains qui étaient sous domination coloniale accèdent à leur indépendance. Et à partir de ce moment-là, se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste à l'intérieur des États-nations ou est-ce qu'on essaie de créer un grand ensemble politique qui intégrerait l'ensemble des États africains nouvellement indépendants. Mais quand on regarde de plus proche le projet, on se rend compte que le panafricanisme naît aux États-Unis parmi les Noirs américains. Ensuite, il y a eu un long processus qui, à partir des années 40, amène justement les Africains maintenant à, je dirais, acclimater le projet par rapport à leur objectif de développement. Et donc, c'est un petit peu ce que j'ai essayé de voir à travers ce livre. Donc, quelles sont les origines? Quelle est l'origine de ce projet? Comment ça évolue? Et surtout, quelles sont les forces et les limites de ce projet? Alors, comment l'idée panafricaniste se transfère d'Amérique ou des Amériques vers l'Afrique? Je dirais que par deux voies. La première voie, c'est quand même qu'il y a un certain nombre d'intellectuels noirs américains qui voyagent en Afrique dans les années 20, dans les années 30. D'ailleurs, sont sous surveillance par les puissances coloniales, qui les voient d'un très mauvais œil voyager dans les territoires africains, parce qu'on avait peur qu'on y diffuse la mauvaise parole. C'est-à-dire le panafricanisme, c'est l'idée des Noirs, soyez fiers de vous, soyez fiers de votre continent, et surtout secouer le joug de la domination coloniale en tant que telle. Donc ces intellectuels-là, quand même, n'empêchent que vont jouer un rôle, parce qu'en fait, sur place, ils vont créer des antennes, vont créer des associations, et donc vont essayer de faire comprendre aux Africains la cause des Noirs américains, mais aussi leur projet de faire en sorte qu'il y ait des liens entre l'Afrique, la diaspora, et les Africains restés en Afrique en tant que tel. La deuxième voie de diffusion, ça c'est très important, c'est ce qu'on a appelé, d'ailleurs j'en parle dans le livre, la quête du toison d'or, en fin de compte. Dans les années 30, 40, il y a un certain nombre d'intellectuels, d'hommes politiques africains qui voyagent à Londres, qui voyagent aux États-Unis, qui vivent dans les grandes métropoles européennes. Eux vont capter très rapidement l'idée de ce que c'est que le panafricanisme comme idéologie de libération, d'émancipation des Noirs. Et donc vont le transférer par la suite, une fois qu'ils ont fini leurs études, certains étaient des étudiants, une fois qu'ils ont fini leur expérience de découverte de ce qui se passait dans les métropoles, vont rentrer dans leur pays et vont porter le projet. Le projet panafricaniste, l'idée d'unir l'Afrique est un projet qui est mort-né dès 1963. En fait, j'ai expliqué que le projet à l'origine avait comme ambition de libérer l'Afrique de la domination coloniale. Ça, c'est dans l'entre-deux-guerres jusque dans les années 40-50. Ensuite, quand on dépasse les années 40-50, on est dans la période des indépendances, des années 60. Là, on veut maintenant intégrer. On a libéré, maintenant on veut unir en tant que tel. Et là se pose un gros problème. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut unir l'Afrique? Quand on pose cette question aux 54 chefs d'État africains, tout le monde répond par oui. Mais il y a un problème majeur qui se présente, c'est qu'il y a un problème idéologique. Est-ce qu'on unit l'Afrique sur la base du capitalisme, d'une organisation politique et économique capitaliste, sur la base du socialisme ou du marxisme-léninisme? Et là, en fait, je suis en train de souligner un point important, c'est que les chefs d'État africains qui prennent les rênes de leurs États ont des divergences idéologiques, ont des affiliations idéologiques qui sont complètement différentes. Certains sont marxistes, léninistes, d'autres sont capitalistes, proches de l'Occident, d'autres sont non alignés dans le contexte de guerre froide et sont pour un socialisme à l'africaine en tant que tel. Et là, la question aussi, deuxième question importante, c'est est-ce qu'on fédère l'Afrique en gardant les frontières ou est-ce qu'on fait un État fédéral, un État continental, les États-Unis d'Afrique? Là aussi, il y a des divergences de taille. L'écrasante majorité des chefs d'État africains considèrent qu'ils aimeraient garder les liens avec l'Occident pour assurer leur développement économique et social, l'aide au développement qu'on reçoit de l'Occident. C'est très important. Deuxième idée, l'écrasante majorité des chefs d'État africains disent que finalement, la question des frontières, nous, on préfère garder nos frontières. Il est hors de question qu'on fasse. Il y a une minorité. Donc, Kwame Nkrumah, le leader nationaliste ghanéen, qui lui considère qu'il faudrait une construction radicale, c'est-à-dire enlever les frontières, créer un gouvernement africain
un État africain unifié en tant que tel. Et donc, quand on va à Addis Abeba, c'est symbolique dans l'histoire de l'Afrique contemporaine, puisque Addis Abeba, c'est le siège de l'Organisation de l'Unité africaine. Donc, on décide d'unir tous les chefs d'État africains pour discuter du projet d'unification africaine. Mais l'écrasante majorité des chefs d'État africains vont imposer leur point de vue. Et on va déclarer même un principe très important, c'est qu'on déclare l'intangibilité des frontières africaines. Ça, c'est dans la charte fondatrice de l'Organisation de l'Unité africaine. Première idée. Deuxième idée, en fin de compte, l'idée du non-alignement, on n'est pas d'accord du tout. On pense que la relation avec l'Occident, il faudrait le garder. Quand on lit le projet, on se rend compte que ces tenants vont faire en sorte de convaincre. Parce qu'il ne s'agit pas juste de poser un projet sur la table. Il fallait convaincre des intellectuels, il fallait convaincre une partie de la population. Et donc, qu'est-ce qu'on dit? Et là, c'est quand même, on peut penser que c'est assez biaisé si on est dans une perspective purement intellectuelle. C'est-à-dire, on dit que, regardez, l'Afrique a été toujours un continent dominé. Le noir, même la représentation négative du noir vient de la part des Européens en tant que tel. Et surtout, il y a eu à peu près 12 millions de Noirs qui ont été déportés de l'Afrique vers les Amériques. Déjà ça, c'est un gros traumatisme que le continent africain a subi en tant que tel. Et que donc, nous, les tenants du panafricanisme, donc Kwame Nkrumah et d'autres leaders, pensaient que justement le temps est venu de réhabiliter l'image négative de l'homme noir à travers le projet panafricaniste. Et dans un deuxième temps, l'idée aussi était de faire en sorte que justement tous les Noirs intègrent le projet à travers justement cette réhabilitation par rapport à l'esclavage. Mais ce n'est pas terminé. Le colonialisme devient le deuxième choc que l'Afrique va subir à partir du milieu du 19e siècle. Et donc ces intellectuels, ce que j'appelle les turiféraires dans le livre, les tenants, en fin de compte, considèrent que le deuxième choc, c'était les frontières. Les frontières africaines, c'est des frontières artificielles. Et que donc, le panafricanisme devrait aider à exorciser ces frontières qui sont une aberration. Mais bien évidemment, et je pense que ça viendra dans nos discussions, tout le monde en Afrique, dans les années 60, 70, 80 et jusqu'à aujourd'hui, n'est pas d'accord pour éliminer les frontières. Les identités se sont solidifiées à l'intérieur des frontières entre-temps. Mais maintenant, c'est un projet qui va connaître des hauts et des bas, selon les périodes. Par exemple, dans les années 70, là, c'est le constat de l'échec. Et surtout, on constate que l'Afrique, qui s'est fixée comme objectif dans les années 60 du développement économique et social, échoue lamentablement. Donc on essaye de revigorer le projet dans les années 70. Dans les années 80, deuxième décennie de décolonisation, deuxième échec. Et depuis les années 2000-2013, il y a une sorte de retour du panafricanisme sur la scène africaine, mais aussi sur la scène mondiale. Pourquoi? Parce que 1963, c'est la création de l'OUA. Et en 2013, il y a eu véritablement tout un ensemble de livres, dont je parle d'ailleurs dans mon étude, des ouvrages, des congrès, des journées d'études, et aussi les hommes politiques, une partie de la population aussi, à travers des chansons, a tenté de reprendre le projet. Mais à y voir de plus près, aujourd'hui, surtout quand on se situe au niveau de la population, vraiment il y a ce sentiment d'échec qui est encore très très présent dans les chansons populaires. D'ailleurs, il y a des chansons que j'analyse dans le livre. Il y a une forme de mélancolie. C'est-à-dire que si l'Afrique de 2017 est encore pauvre, c'est parce que les hommes politiques africains ont échoué à réaliser le projet dans les années 60 en tant que tel. De la part des intellectuels africains des années 60 à nos jours, il y a eu un grand échec. Parce qu'on n'a jamais pensé finalement à intégrer les populations. On a laissé les populations de côté. On ne leur a pas demandé quel est votre... qu'est-ce que vous voulez ou quels sont les objectifs que vous pourriez tirer de ce projet d'intégration en tant que tel. Ce qui n'empêche pas que, quand même, vous allez voir certains musiciens africains parler de panafricanisme en jouant. Vous allez voir un musicien béninois jouer avec un musicien sénégalais ou jouer avec un sud-africain en disant qu'on est dans une perspective de panafricanisme culturel. Mais le panafricanisme politique institutionnel a toujours été de l'apanage des hommes politiques. Et surtout, c'est la même critique qu'on fait à l'Union européenne ces 15 dernières années. C'était des technocrates qui portaient le projet. Et que donc, à partir du moment où le peuple a à dire son mot, les choses deviennent beaucoup plus compliquées, pour les hommes politiques en particulier. Et pour l'Afrique, c'est la même chose. À partir du moment où les populations ont commencé à s'intéresser à ce projet-là,
mettre la pression sur les hommes politiques, mais très vite, je pense que l'opinion publique africaine se rend compte que les hommes politiques, finalement, utilisent, beaucoup d'entre eux, en tout cas en Afrique aujourd'hui, utilisent juste le terme de panafricanisme pour bien passer pour un nationaliste, mais finalement, ça ne va pas très loin. À l'intérieur des sous-régions africaines, il y a aujourd'hui des coopérations sous-régionales qui fonctionnent. Des coopérations sous-régionales qui fonctionnent. Entre le Mali, la Guinée, le Sénégal, en Afrique de l'Est aussi, on a ces coopérations, mais ça ne fonctionne qu'à l'échelle sous-régionale, jamais à l'échelle continentale. Et justement, c'est peut-être la question qu'on peut se poser. Est-ce que l'identité, les différences de pratiques économiques, d'approche par rapport à l'éthique, de l'organisation politique, est-ce que tout ça, finalement, ne constitue pas encore des points de divergence? Mais aussi, moi, je pose une hypothèse, c'est que est-ce que les Africains n'ont pas intérêt à se concerter un peu plus pour arriver à se fixer des objectifs communs? Je pense que le fil conducteur, ça doit être d'un point de vue au niveau de la gouvernance en tant que telle. Parce qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de thèmes, d'enjeux en Afrique qui n'avancent pas aussi vite que ça. La question de la démocratie, il y a eu beaucoup d'avancées ces dernières années. Mais malheureusement, quand certains pays avancent, d'autres pays n'avancent pas trop vite. Et je pense que s'il y avait un cadre de concertation et de dialogue, il y a peut-être intérêt d'amener finalement tout le monde à tirer vers la même direction. Je donne un exemple rapide, le tribunal pénal international. En Afrique, tout le monde n'est pas d'accord. Il y a des pays, il y a des chefs d'État africains qui disent que le tribunal pénal international, c'est l'Occident qui l'a créé uniquement pour les Africains, pour les chefs d'État africains en tant que tel. D'autres en Afrique disent que non, c'est une bonne chose. Donc vous voyez déjà, quand les Africains ne sont pas capables de parler d'une seule voix, ils sont faibles en tant que tel. D'ailleurs, j'aurais dû donner l'exemple par rapport à la Chine. Quand il y a la rencontre Chine-Afrique, il y a 20-30 ministres des Affaires étrangères africaines contre le représentant chinois. Ça fait bizarre. Donc, alors que s'il y avait un représentant des pays africains qui se retrouve devant le Chinois, il pourrait être capable peut-être d'amener... mais vous voyez déjà qu'à l'intérieur de l'Afrique, les points de vue sont encore très divergents. Sur la base, quelle base? Je crois qu'en matière comment dirais-je, l'amélioration des droits humains, je pense que là, dans le continent africain, je trouve que c'est quelque chose sur lequel on peut avancer plus vite, en échangeant comment dirais-je, les perspectives, en croisant les perspectives, c'est possible. Je dirais que le projet panafricaniste d'unifier les Africains est une réussite quelque part, parce qu'on a créé une organisation politique. On a aussi créé quand même une certaine solidarité, je devrais le souligner quand même, pour la lutte contre l'apartheid. Les Africains ont formé un front commun contre l'apartheid, en finançant même les organisations de lutte armée, en accueillant Nelson Mandela durant ces années de braise en tant que tel. Mais par contre, d'un point de vue de construction du panafricanisme radical, là il y a un échec. C'est-à-dire que les frontières ont perduré et surtout le leader nationaliste qui voulait vraiment amener ce projet a été mis en minorité. Donc le projet échoue depuis cette année-là.